dans ce nouveau Culture Mag. Dans la petite demi-heure que nous allons passer ensemble aujourd'hui, eh bien, nous voudrions vous montrer une initiative qui a toute sa place dans l'inextricable souffrance des migrants. Nous avons suivi en Israël des musiciens qui s'engagent auprès des demandeurs d'asile, venus pour la plupart du Soudan et d'Érythrée, cloîtrés, isolés, certains disent protégés, dans un centre de rétention du fin fond du Negev que nous allons vous montrer. Au programme également, les toutes premières images du nouveau film de Steven Spielberg, Bridge of Spies. On y découvre que Spielberg a encore pris son acteur fétiche, Tom Hanks, pour un rôle politique. Le scénario est écrit par les frères Cohen. Et puis, en marge des grandes campagnes de boycott contre Israël, eh bien, une petite voix toute bleue s'élève, une voix couleur de Nîmes. Diesel s'affirme en Israël et son patron le fait savoir. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Alors, selon un chiffre des Nations Unies, en 10 ans, près de 53 000 migrants ont fui l'Afrique pour entrer en Israël. Le pays qui a signé la Convention des Nations Unies sur le statut des réfugiés se retrouve donc devant un dilemme inextricable, tenu de les accueillir, ce qui, à part l'Égypte, n'est pas le cas du reste du Moyen-Orient. Impossibilité de les expulser, mais obligation de les gérer. Le résultat a un nom, c'est le centre de rétention de Cholot, dans le désert du Negev, en Israël. Un épouvantable no man's land qui parfois s'anime grâce à la musique. C'est justement ce que vous montrent David Gombin et Ran Schneck. C'est l'histoire d'une errance tragique. Par milliers des Érythréens, des Soudanais fuient la terreur, la misère et la guerre. En Libye, certains tombent dans les mailles de Daesh. En Italie, ils s'échouent sur les côtes siciliennes. Et en France, ils se voient forcés à camper sous le métro parisien. En Israël, l'arrivée des demandeurs d'asile de Soudan et d'Érythrée remonte à bien plus longtemps. Selon l'ONU, on estime à 53 000 le nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile. Mais voilà que depuis plus d'un an et demi, plusieurs milliers d'entre eux sont envoyés au centre de rétention de Cholot, en plein désert du Negev, laissés là, désemparés. Heureusement, une visite tout en musique va leur remonter un peu le moral. Notre périple commence à Tel Aviv. Rendez-vous dans cette ruelle du sud de la ville. C'est là que nous rencontrons le Hudna Afrobeat Orchestra. Comme d'habitude, ces jeunes musiciens se retrouvent devant un bar, le Hudna, leur quartier général. Aujourd'hui, ils ont rassemblé leurs énergies positives pour la bonne cause. Soutenir les demandeurs d'asile érythréens et soudanais retenus au centre de rétention de Cholot. Ils embarquent à bord de ce bus pour un voyage de 150 km. Direction le désert du Negev, à quelques encablures de la frontière égyptienne. Nous voici arrivés au centre de rétention géré par les services pénitentiaires. Ce centre n'est pas une prison. Pourtant, les retenus sont libres de rentrer et sortir seulement entre 10h du matin et 10h du soir. Et la centaine d'euros mensuels alloués par le gouvernement ne leur permet pas de se rendre travailler à la ville. Résultat, ils sont abandonnés à eux-mêmes, l'ennui étant leur plus grand ennemi. L'état d'esprit est très difficile ici. Les gens sont enfermés ici pour la plupart depuis 1 an et 3 mois ou 4 mois. Comme je vous l'ai dit, ce sont des gens qui auparavant ont gagné leur vie. Certains étaient des leaders dans leur communauté. C'est pour casser cette routine que les membres du Hudna Afrobeat Orchestra ont fait la route, histoire d'égayer le quotidien en somme. Aujourd'hui, ils se produisent aux côtés d'un groupe local, les Dream Boys. Une amitié liée lors de leur précédent passage. La dernière fois que l'on s'est rendu ici, s'est forgé un lien très intéressant avec ce groupe local qui habite ici, dans ce centre, les Dream Boys. De façon très spontanée, ils se sont joints et ont chanté avec nous. Donc cette fois-ci, nous voulions leur offrir une scène un peu plus organisée pour voir ce qui se passerait. Ces jeunes Soudanais sont heureux de la visite et en profitent pour témoigner de leur quotidien difficile dans le désert. À l'image de leur soliste qui croupit à Cholot depuis 15 mois. On vit dans le désert. Vous savez, la vie est si misérable ici. Et on ne sait pas quand il y aura des solutions. On ne sait même pas ce qui va nous arriver par la suite. La liberté, c'est tout pour moi. Freedom is everything. Les instruments de musique étant interdits dans l'enceinte du centre de rétention, le slam ou le spoken word en anglais reste le seul moyen pour se rescaper du génocide de Darfour de crier sa détresse. Je ne suis pas un politicien, je suis un musicien, je suis un chanteur. Mais j'essaie de faire passer mon message au reste du monde. Ce qui m'arrive et le genre de choses qu'ils me font vivre ici dans ce centre de rétention, ou même pourquoi suis-je là ?
Il aura suffi de quelques accords pour réchauffer le cœur de ces retenus. En fait, plus que la musique, c'est la visite d'amis venus tout spécialement de Tel Aviv qui leur remonte un peu le moral. J'aime ça de voir les gens ici, des gens qui viennent car ils m'apprécient, qui viennent voir ma situation, ici me dire bonjour, comment allez-vous? Vous me demandez quels sont mes rêves. Et ça, c'est très bon pour moi, j'aime tous les gens qui viennent me voir aujourd'hui ici. Il est déjà temps de prendre le chemin du retour et on se quitte le cœur gros, en laissant ses nouveaux amis dans leur désertique routine. Mais une promesse est faite, faire venir les Dream Boys pour chanter à Tel Aviv à l'occasion d'un match retour. L'espoir est là. Et pour ceux qui seraient en Israël, le concert des Dream Boys est normalement autorisé le 10 juin à Tel Aviv. À suivre, Steven Spielberg, les jeans diesel et le faux divorce de l'acteur Gad Elmaleh. Mais tout de suite, le highlight, David Goumba. L'Occident a toujours regardé la Chine avec fascination et curiosité. Mais comment la Chine a-t-elle réussi à influencer et à inspirer l'Occident, et plus précisément la mode occidentale? C'est à cette question que tente de répondre avec brio une exposition China Through the Looking Glass, la Chine à la loupe. Judicieusement juxtaposée par le célèbre réalisateur Wong Kar-wai, objets antiques chinois, vêtements de tous les temps et chefs-d'œuvre de la haute couture, tous puisant leur inspiration dans le royaume du milieu. Bref, c'est pour une odyssée transcontinentale que vous allez embarquer. En traversant l'aile Anawin-Tour du musée, admirez des pièces chinoises de l'ère impériale et jusqu'à nos jours. Au-dessus, plus de 140 pièces signées, entre autres Balenciaga, Alexander McQueen, Chanel ou encore Lanvin, qui vous feront comprendre l'énorme influence des arts décoratifs chinois sur la mode occidentale. Une plongée à couper le souffle dans l'esthétique chinoise. La mode encore, on adore la mode parce que c'est toujours plein de surprises, c'est pour ça qu'on l'aime. Pendant que les appels au boycott d'Israël se multiplient, eh bien le grand Manitou de Diesel, la marque Diesel, prend le contre-pied. On se souvient que Renzo Rosso avait engagé John Galliano, et bien voilà qu'avec la même détermination, il est venu en Israël soutenir la paix et peut-être aussi un petit peu son business. Reportage Solal Awizeral et Ran Schneck. Pourquoi le pape italien du jean se rend-il en Israël en période de boycott? La campagne BDS fait rage, et même pour un self-made man, le climat semble peu favorable au business. Et pourtant, Renzo Rosso prouve le contraire. Accompagné de l'état-major de son groupe, il passe 3 jours en Israël et le fait savoir. Après la traditionnelle visite au mur des lamentations, et avant le lancement officiel d'une boutique à Tel Aviv, c'est au centre Pérez pour la paix qu'il s'est rendu. Objectif ? Rencontrer l'illustre Shimon Peres, Nobel de la paix en 1993. C'est un grand honneur pour moi d'être là aujourd'hui parce que j'apprécie Shimon Peres et son histoire. Je l'admire tellement. J'espère que notre conversation sera intéressante. Je viens en Israël car c'est un beau pays, très prometteur. Les Israéliens sont vraiment des êtres spéciaux, toujours capables de résoudre des problèmes. Combien pu se dire les deux hommes pendant l'heure qu'ils ont passé ensemble dans ce cube dédié à la paix au fin fond de Jaffa? On ne le saura pas. Mais Renzo Rosso en est sorti optimiste. Incroyable de partager l'expérience de Shimon Peres. Cet homme a voyagé partout et a rencontré les plus grands de ce monde, y compris les très religieux. Avec un homme politique d'une telle envergure, on peut construire un monde merveilleux pour demain. Et ce monde meilleur, le boss italien y croit sincèrement. Pacifiste, il propose de participer au changement. Je le ferai grâce à mon excellent rapport aux médias. En s'exprimant de la bonne façon médiatiquement, nous pouvons tous apporter pour la paix. Je vis en paix et j'espère sincèrement qu'Israéliens et Palestiniens pourront trouver les chemins de la paix. Et il sait de quoi il parle. Récemment, Renzo Rosso a montré l'exemple. Propriétaire de Maison Margiela, il a choisi de donner une seconde chance au très controversé John Galliano, l'ex-directeur artistique de Dior, déchu de la planète fashion et condamné pour ses propos antisémites. Il va changer le monde, puisqu'il a beaucoup souffert de ses propos. L'avoir de nouveau dans le monde de la mode est très important et je suis fier de travailler avec lui. Nous faisons de belles choses ensemble. Cette visite très symbolique en Israël s'est conclue, comme il se doit dans la mode, avec une grande fête en plein cœur de Tel Aviv.
Au programme, l'inauguration d'une boutique et la rétrospective sur les 20 ans de la marque. Vidéos de défilés, jeans exposés, pubs, cocktails, paillettes et buffets avec en prime la célèbre DJ Ninette Tayeb à la guitare. Dans l'ombre de son boss, le très discret Nicolas Formichetti, nouveau directeur artistique du groupe, célèbre pour avoir conçu la robe en viande de Lady Gaga. Devant un parterre de stars israéliennes, Renzo Rosso a souri, pris la pause quelques instants, puis a disparu. Peut-être pour changer le monde. Un joli pied de nez au BDS. Du glam encore. Qu'apprenons-nous? L'acteur Gad Elmaleh se serait disputé avec la princesse Charlotte et que peut-être le couple serait séparé. Alors comme ici on n'aime pas les ruptures, on passe un petit coup de téléphone à Stéphane Cochelin, le biographe non officiel de Gad Elmaleh. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour. Rassurez-nous, le conte de fées entre l'immigré et la princesse est toujours bon? Ils ont démenti la rupture. Alors, bon, c'est vrai que Closer, puisque ça vient de là, je crois, c'est un journal plutôt bien informé. Mais ça fait plusieurs fois que la presse People essaie de mettre un petit peu de l'huile sur le feu dans leur relation. Et à chaque fois, Gad a démenti. Donc il est un peu pourchassé par la presse People. Il n'y peut rien. Alors on est rassurés, on les a vus se promener ensemble à Ramatuelle. Oui. Dites-moi, Stéphane, est-ce qu'il y a des trucs à dire, parce que vous avez écrit ce livre, hein, La vie pas normale, est-ce qu'il y a des trucs à dire intéressants sur la vie privée de Gad Elmaleh? Sur la vie privée, oui, parce qu'en fait, il a eu tellement d'histoires sentimentales. C'est d'ailleurs un des intérêts du livre, c'est-à-dire qu'il y a de très belles femmes tout au long de son parcours. Hein. Il a épousé Anne Brochet, qu'il a rencontrée sur scène, hein, en pleine représentation théâtrale. Donc il y avait un peu le va-et-vient entre le travail et l'amour. Donc c'était intéressant. Après, il a eu la danseuse Aurélie Dupont, là, qui vient de se retirer du spectacle parce qu'elle a atteint la limite d'âge. Donc il y a eu quand même beaucoup de très belles femmes et beaucoup de vies, de tentatives pour vivre une vie normale. Mais enfin bon, il n'a jamais vécu une vie très très normale. Donc effectivement, beaucoup de choses à dire parce que c'est un grand séducteur, mais qui n'allait pas jusqu'au bout. C'est une sorte de Don Juan qui est amoureux de la séduction, qui a été longtemps amoureux de la séduction avant de rencontrer son grand amour qui est Charlotte. Très bien, merci. C'est le charme des Marocains. Hein, voilà. Votre livre, La vie pas normale, aux éditions du Moment. Merci Stéphane Cochelin, Laetitia Loreni. Bonjour, on est soulagés. On est soulagés. Oui. Alors, vous êtes tombé sur la bande-annonce du nouveau Spielberg, Bridge of Spies, et ça a l'air pas mal du tout. Tout à fait, voilà, Bridge of Spies, c'est donc le tout dernier film de Spielberg. Alors, on voit des images bleutées, presque noires, des scènes de nuit sous la neige, une musique de tension dont on va parler dans quelques instants, et une première phrase prononcée en voix off: nous sommes engagés dans une guerre avec l'Union soviétique. C'est très clair. Le nouveau film de Steven Spielberg, qui est intitulé Bridge of Spies, en français Le pont des espions, traitera de la guerre froide. We need to have the conversation our governments can't. People in my country consider this an act of war. Voilà donc pour cette nouvelle collaboration entre Tom Hanks et Steven Spielberg, plus de 10 ans après Le Terminal. C'est leur 4e film ensemble. C'est aussi un scénario des frères Cohen. La musique a, elle, été composée par Thomas Newman. Pour ceux qui connaissent l'œuvre de Spielberg et qui vont être étonnés de ne pas retrouver John Williams, John Williams n'a pas pu composer ce film pour des raisons de santé. Ça faisait 3 ans qu'on l'attendait, ce film. Ça raconte l'histoire inspirée de faits réels de James Donovan, qui est donc interprété par Tom Hanks, qui est un avocat de Brooklyn recruté par la CIA pour négocier avec l'Union soviétique de la libération d'un pilote américain de l'avion espion U-2, pas le groupe de musique, une tâche qui s'annonce plutôt périlleuse. On retrouve là la volonté de Spielberg de mettre le point là où ça fait mal aux États-Unis, c'est-à-dire liberté d'expression et en même temps... la défense. En même temps, la défense. Steven Spielberg, il a l'habitude de traiter de sujets, de faire des films historiques qui sont en écho avec notre politique actuelle. On l'avait remarqué déjà avec Munich en 2005 ou encore avec Lincoln, qui était son dernier film, qui faisait vraiment écho avec Munich, avec la situation israélo-palestinienne, et Lincoln avec la politique d'Obama. Donc voilà pour ce film sur la guerre froide qui met certainement en écho la traite des prisonniers à Guantanamo. Voilà. Ça donne envie. Ça sortira, je pense, en France en octobre. En octobre. Voilà. Merci beaucoup, Laetitia. On va se quitter sur une bonne nouvelle. L'écrivain Valérie Zenati, lauréate du prix du Livre Inter, une Valérie Zenati qui était venue sur le plateau du Culture Mag nous parler du livre Jacob.
L'histoire d'un jeune juif de 19 ans qui part à l'armée, qui est engagé dans l'armée française pour aller combattre face à l'ennemi allemand et libérer la France. La France, il n'en a qu'une vague idée à travers les livres qu'il a lus, les leçons d'histoire. Et puis là, il va la découvrir autrement en se battant pour elle. Il y a aussi toute sa famille qui ne peut absolument pas imaginer ce que Jacob est en train de vivre, qui simplement attend le retour de ce garçon qui est extrêmement doux par rapport aux autres membres de la famille qui ont un côté plus violent et patriarcal. Voilà, bravo à Valérie Zenati. Merci Laetitia. On se retrouve demain à la même heure pour un nouveau Culture Mag. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News. Merci.